Les maladies cardiovasculaires ont tendance à être moins bien identifiées et prises en charge chez les femmes que chez les hommes. En effet, chez près de 78% des femmes, les premiers signes de la crise cardiaque ne sont pas décelés. Par ailleurs, une étude a démontré que les hommes étaient plus sujets à se faire référer à un cardiologue que les femmes. Également, les femmes sont moins sujettes à recevoir un traitement tel que des hypolipidémias, des antiplaquettaires, des bêta-bloquants ou encore des IECA. Il est à noter que cet enjeu touche davantage les femmes de 40 ans et plus, vu le risque accru de développer des maladies cardiovasculaires avec l'âge. Ainsi, un phénomène d'exclusion se manifeste chez ces femmes, tant au niveau du traitement que de la prise en charge. Il est important de se pencher sur cette problématique, car les maladies cardiovasculaires sont la cause première de décès chez les femmes tant au Canada qu'à travers le monde. Celles-ci peuvent d'ailleurs entraîner de graves conséquences, soit au niveau de la diminution de la qualité de vie, de l'aggravation de certaines conditions médicales, voire même la mort. En ce sens, il est primordial de se pencher sur la situation afin de bien saisir son ampleur ainsi que ses répercussions, de même que pour trouver des moyens de réduire les facteurs de risque. Nous avons fait appel à plusieurs experts afin de venir traiter du sujet de la manière la plus précise et exacte que possible. La problématique sera abordée tant d'un aspect médical que d'un volet plutôt social. Avant de débuter, j'aimerais prendre le temps de remercier notre partenaire pour ce projet, soit le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes, le RQASF, et plus particulièrement Mme Isabelle Mimot, qui nous a épaulés tout au long de ce projet et qui nous a permis non seulement de rencontrer des experts pour contribuer à nos capsules, mais qui assurera également la diffusion de celles-ci. En premier lieu, le Dr Martin Junot, cardiologue, ainsi que la psychologue Marie-Claude Garot traiteront de l'aspect médical des maladies cardiovasculaires chez les femmes. La survenue de celles-ci, de même que les symptômes associés, seront notamment abordés. Et alors, mon nom est Martin Junot, je suis cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et je suis directeur de la prévention de l'Institut de cardio, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les programmes de prévention primaire et secondaire, la réadaptation cardiaque, etc. Et à ce titre-là, je dirige aussi le Centre EPIC, qui est un plus grand centre de prévention au Canada avec 5000 membres. Donc, on va commencer avec la première question. Là, j'aimerais juste, pour une introduction, juste entendre une définition peut-être des plus grandes maladies cardiovasculaires qui sont, puis de leurs symptômes surtout qui sont associés. Oui, alors quand on parle des maladies cardiovasculaires, on parle au Canada, la plus importante de loin, c'est ce qu'on appelle la maladie coronarienne, c'est-à-dire la maladie qui affecte les artères coronaires qui nourrissent le myocarde. Et ces coronaires-là, quand elles s'obstruent, ben, elles peuvent, quand c'est pas complet, ça va donner des douleurs thoraciques, ce qu'on appelle l'angine. Et si ça s'obstrue complètement, ben, ça cause un infarctus du myocarde, ce qu'on appelle la crise cardiaque, avec un risque de mort subite. Et la mort subite est malheureusement souvent la première manifestation de la maladie coronarienne, la première et la dernière, si les gens ne sont pas réanimés. Ensuite, bien, il y a l'insuffisance cardiaque qui est l'aboutissement de, par exemple, si vous avez eu 2, 3, 4 infarctus, bien, votre muscle cardiaque est affecté et détruit, si on veut. Quand c'est un petit infarctus, c'est pas grave, mais si c'est gros, si le muscle cardiaque est très atteint, bien, on développe ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Et le muscle cardiaque peut être atteint par des infarctus, mais aussi par l'hypertension mal contrôlée à long terme. Est-ce qu'il existe des différences de symptômes et de présentation aussi de la maladie en général entre les hommes et les femmes? Est-ce que des fois, chez la femme, ça peut se présenter d'une certaine autre manière? Puis est-ce qu'il y a des explications à ça? Oui. Alors, avant de répondre à ça, vous dire que jusqu'à la ménopause, les femmes sont protégées. L'incidence de maladies coronariennes est beaucoup plus faible chez les femmes que chez les hommes. Et tranquillement, après la ménopause, mais vraiment, ça prend du temps avant que les femmes rejoignent les hommes. Ça prend une bonne 10-15 d'années. Donc, on voit beaucoup plus d'hommes avec une maladie coronarienne jusqu'à l'âge de 70-75 ans. Après ça, ça tend à s'équilibrer. Puis évidemment, après 80, les hommes meurent. Il y a plus de femmes. Mais disons, jusqu'à la ménopause, on voit moins de femmes. Et ça, c'est très important parce que pour beaucoup de médecins, ils ne vont pas prendre au sérieux une jeune femme qui se présente à l'urgence. Par exemple, 42 ans, oh, ben, c'est sûrement pas cardiaque parce qu'il y a beaucoup moins de femmes cardiaques, évidemment, à cet âge-là. Alors, je reviens aux douleurs. Il y a une différence entre la douleur, entre l'angine chez l'homme et chez la femme. Il y a des différences. Et puis, c'est sûr que la douleur dans la poitrine demeure pour les deux sexes le symptôme principal de l'angine. Mais chez l'homme, c'est plus souvent ce qu'on dit typique, c'est-à-dire une lourdeur dans le milieu de la poitrine à l'effort. Chez la femme,
on voit souvent un engourdissement vague au thorax, au cou, au visage, une tension musculaire, un brûlement, qui vont suggérer aux médecins, ou en fait, les médecins pensent à tort que c'est pas cardiaque parce que c'est pas la lourdeur typique là, dans le milieu de la poitrine. Et l'autre chose qu'on voit souvent chez les femmes, c'est des symptômes accompagnateurs comme une grande fatigue, des nausées, des étourdissements, un essoufflement, une diaphorèse. Bon, qu'on voit chez les hommes aussi, mais un peu moins. Alors, je dis toujours, chez une femme, tout ce qui est en haut de la ceinture, là, qui arrive à, qui est un malaise qui est nouveau, et surtout si vous avez un contexte de facteur de risque. Alors, évidemment, une femme fumeuse à 9 ans, catastrophique. Donc, obésité abdominale, hypertension, cholestérol élevé. Alors, quand on voit ce contexte-là, là, on est vraiment, je dirais, là, on doit vraiment être sûr que le malaise n'est pas cardiaque. Un médecin qui est moins familier va se dire, ah ben, c'est de l'anxiété. Congé, revoyez votre médecin de famille. Allez voir un psychologue. Mais alors qu'on devrait s'inquiéter. Donc, je m'appelle Marie-Claude Garot, je suis psychologue au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Je suis psychologue depuis 34 ans déjà. Selon vous, en fait, comment la femme est-elle perçue dans le domaine de la santé? C'est une question très générale. Oui. Bon, je pense que dans le réseau de la santé, la femme n'est pas nécessairement perçue différemment de l'homme en termes de demande de services. Présentement, avec la COVID, tout le monde attend énormément, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Mais en lien avec l'anxiété, je pense qu'il y a des nuances à apporter entre la femme et l'homme. Mais à la base, quand on fait une demande, je ne pense pas que le nom d'une femme est discriminé sur une demande plus que celle d'un homme. Là. Ça m'amène justement là, à ma seconde question. Ouais. On peut rentrer dans l'anxiété un peu. Est-ce qu'il y aurait des barrières à l'accessibilité aux soins plus pour les femmes? OK. Bien, je pense que les barrières vont avec une question relationnelle, dans le sens que les femmes qui sont anxieuses ont des comportements avec les professionnels de la santé souvent bien différents des hommes qui sont eux-mêmes anxieux, par exemple. Donc, pour moi, c'est plus une question de relationnel ou de communication à l'autre qui est souvent négative pour la femme. Puis, bon, je te l'expliquerai par d'autres questions sûrement plus tard, là, mais c'est toute l'approche que la femme peut avoir des fois qui lui nuit dans le réseau de la santé. Donc, on se demandait si, de manière générale, il y aurait potentiellement un lien entre la prise en charge des femmes puis l'expression de leurs symptômes, comme vous m'aviez dit, mais plus particulièrement l'anxiété. Bien, je pense que oui, je pense que oui, il y a une différence dans le sens que quand on étudie un peu l'anxiété, on s'aperçoit que dépendant du niveau d'anxiété que les gens ont, même si on n'y met pas un sexe là, au départ, là, plus le niveau d'anxiété est grand, plus les réactions vont avec. Donc, ça va jusqu'à des attaques de panique, ça va différents comportements qu'on appelle, nous, les psychologues, externalisés. Là. Ça paraît vraiment dans des comportements extérieurs à l'individu. Quand on a fait beaucoup d'anxiété, on a des réactions physiques qui sont importantes, comme le cœur qui te débat, tu as chaud, tu as des palpitations, tu as des sueurs, tu as l'impression que tu vas tomber dans les pommes et tu as l'impression que oui, ton cœur va arrêter ou que tu as des problèmes cardiaques. Mais l'anxiété, tu n'es pas nécessairement cardiaque. L'anxiété sert souvent de moyen de défense dans le sens que tu avises de danger éventuel. Va t'activer physiquement pour te protéger de dangers éventuels. Oui. Est-ce que dans votre pratique, ça vous est arrivé d'observer une différence entre l'expression de l'anxiété chez les hommes et chez les femmes? Oui, il y a une grosse différence. Une très, très grosse différence. Généralement, les hommes ne parlent pas. Okay. On pense, il y a une partie des femmes qui ont tendance
garder pour elles-mêmes puis pas vouloir trop se plaindre, là, tu sais, là. Il y a une partie des femmes qui sont comme ça. Ils vont garder, ils vont accumuler, puis ils attendent d'en pouvoir plus, puis que ça devienne un niveau trop élevé. Puis là, il aurait dû parler avant ou demander de l'aide avant. Dans le cas de l'homme, les hommes, généralement, ils ne parlent pas. Les hommes ne demandent pas de service, ou très peu. Il faut vraiment que physiquement, ils soient extrêmement mal. Il faut qu'ils fassent des débuts d'attaque cardiaque ou aient des malaises très, très physiques. Il y a une partie des femmes, quand elles sont très anxieuses, elles sont très verbomotrices. Elles vont parler sans arrêt et vont demander sans arrêt ou solliciter de l'aide constamment. Puis, quand tu demandes de l'aide à quelqu'un qui est proche de toi, c'est une chose. Mais quand tu demandes de l'aide à un professionnel de la santé, puis que tu ne te fermes pas la bouche, tu parles sans arrêt, puis, tu sais, docteur, j'ai ça. Habituellement, au plan, comme je t'ai dit, relationnel, de rapport d'individu à individu, généralement, ils sont mal reçus. Okay. Ils sont mal reçus parce que les professionnels de la santé, ils n'ont pas le temps. Hein? On n'a pas le temps. Est-ce que vous avez observé là, de manière générale que l'anxiété chez des femmes un peu plus stigmatisées ou des groupes minoritaires, est-ce que l'anxiété serait plus stigmatisée dans ces groupes-là? Ben, en fait, je pense qu'elle est plus stigmatisée chez les gens d'origine qui sont moins grosses. C'est sûr que tu prends une communauté qui est grosse dans Montréal, ça ne fait pas nécessairement de différence, mais les femmes qui ont des handicaps physiques ou des handicaps mentaux, les femmes qui sont très défavorisées ou très peu instruites, qui n'ont pas beaucoup d'éducation, encore là, vont être défavorisés parce qu'ils ne savent pas comment aborder les choses, ne savent pas comment solliciter le système. Pour eux autres, le système, c'est énorme. C'est un gros monde. Ils ne savent pas par où commencer et par où aller. Là. Concrètement, dans votre pratique, est-ce que ça vous est déjà arrivé là, de faire face à une forme d'exclusion de la femme, qu'elle soit dans un groupe minoritaire ou pas, à cause de l'anxiété? Je te dirais que j'ai de la misère à dire que c'est parce que c'est une femme. Moi, je suis portée plus à te dire que c'est à cause de son comportement ou de sa façon d'être. Okay. Si un homme était pareil, il se ferait exclure. Tu comprends? Okay. Si un homme réagissait pareil, il se ferait exclure. Mais comme les hommes ne réagissent pas comme ça, qu'on associe ça beaucoup au féminin, ben c'est les femmes qui se font plus discriminer, comme on peut dire, là, ou exclure. Là. C'est vrai que dans la population, le stéréotype, c'est un homme de 50 ans, bedonnant, homme d'affaires, fumeur. Mais ça, c'est vrai que ces gens-là sont très à risque, mais sont plus à risque, mais ça exclut pas le risque chez la femme. Et ça, c'est vraiment important. Alors, autant chez la femme, elle se dit, c'est sûrement pas mon cœur, je suis une femme. La femme a, tu sais, si vous demandez à une femme, est-ce qu'elle a plus de chances d'avoir un cancer du sein ou un infarctus, c'est sûr qu'elle va vous dire un cancer du sein. Mais elle a probablement 5-7 fois plus de chances de mourir d'un infarctus que d'un cancer du sein. Je reviens à l'anxiété. C'est un point très important chez les femmes parce qu'on reconnaît de plus en plus le rôle du stress pour causer la maladie coronarienne. Mais il y a 50 ans d'études pour démontrer que le stress chronique augmente par 2-3 fois le risque cardiovasculaire. En ce qui concerne le stress chez les femmes, il semble dans pas mal d'études que les femmes seraient plus vulnérables aux effets du stress psychologique, que ce soit à la maison ou au travail. Ils ont plus de troubles de sommeil liés au stress. Comme je mentionnais tantôt, leurs tâches familiales qui sont disproportionnées par rapport aux hommes augmentent ce qu'on appelle leur fardeau de stress. Là. C'est comme eux, ils n'arrêtent jamais. Là. Au travail, ils peuvent être stressés à leur travail, mais en plus, en arrivant à la maison, ils sont stressés. Quand on connaît le lien entre stress et maladie cardiovasculaire qui est nettement sous-estimé par les médecins, qui voient ça comme
un peu de la foutaise. Là. Il y a juste le cholestérol qui compte. Là. Mais non, le stress, c'est probablement aussi important que le cholestérol. L'autre chose, c'est que les études, malheureusement, depuis 40 ans, sur tous les médicaments, ont été faits majoritairement chez les hommes. C'est 2/3, 3/4 d'hommes. Et il y a toutes sortes de raisons à ça. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur les anti-angineux au début de ma pratique et on essayait de convaincre des femmes autant que les hommes de rentrer dans nos projets et c'est plus difficile de convaincre une femme. Pourquoi? Ben, les femmes ont plus de responsabilités familiales, veut pas. C'est vrai que c'est un stéréotype, mais ça demeure, même maintenant, que c'est souvent la femme qui a les tâches, d'aller chercher les enfants à la garderie, préparer le souper, faire les devoirs. Alors, ils sont plus réfractaires à embarquer dans un projet de recherche qui va leur demander 7-8 visites à l'hôpital. On a souvent critiqué les grandes études pharmaco de n'avoir pas inclus assez de femmes. Nous souhaitons remercier chaleureusement Dr Junot ainsi que Mme Garot pour le temps qu'ils nous ont accordé ainsi que pour les précieux témoignages offerts. Sans experts comme eux, un projet comme celui-ci ne pourrait pas avoir lieu. Voici donc ce qui clôt notre première capsule de cette série. Maintenant que le volet plus médical a été abordé, la prochaine capsule traitera des disparités sociales au sein des maladies cardiovasculaires. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter.